Et voilà, on se retrouve pour ce live. C'est vrai que ça fait plusieurs mercredis, hein. J'essayais de prendre le rythme de un mercredi sur deux, une fois un podcast, une fois un live sur Facebook. Et puis il y a eu l'Ironman, le Half Ironman de Lahti en Finlande. J'ai pas fait le live sur Facebook. Et puis ensuite, il y a différentes choses qui se sont passées les mercredis. Il y a la préparation du Grand Raid à VTT. Il y a eu pas mal de trucs. Et donc du coup, voilà, il y a quelques mercredis qui sont passés à la trappe. Le podcast, lui, a continué. Donc je vous invite à aller écouter les épisodes du podcast qui sortent un mercredi sur deux. On a vraiment des chouettes épisodes. En tout cas, j'ai l'impression d'enregistrer des chouettes épisodes avec mon compère Hermano. Et puis évidemment, je continue aussi à alimenter le site, mais les lives Facebook, eh bien eux, ils ont un petit peu perdu de leur élan. Mais voilà, je vais reprendre ça dès ce soir. On se retrouve ce soir justement après une longue période de publication et de tests sur nakan.ch. Il y a eu pas mal de tests qui ont été publiés. Il y en a encore qui sont à venir. Et puis, vraiment beaucoup de choses chez Garmin qui se sont passées et qui ont été testées au cours des derniers jours, des dernières semaines. Le dernier en date, c'est le test de la Forerunner 245 Music. Mais avant lui, il y a eu le test de la Forerunner 945, donc vraiment la Forerunner haut de gamme pour le triathlon. Et puis la Forerunner 45, la toute entrée de gamme de chez Garmin, qui elle aussi a été testée sur le site dès que je les ai reçus. Donc voilà un petit peu l'actualité et ce dont on va parler ce soir. C'est principalement de ces montres Garmin. On va parler aussi un petit peu des tests qui vont venir. Demain sur le site, vous allez retrouver le test de fond en comble de la Polar Ignite. Et puis dans le courant de la semaine prochaine, probablement le test de la Suunto 5. Donc voilà, après le panel de toutes ces montres qui ont été annoncées au début de l'été auront été publiées. Et puis lors du prochain live, hein, dans 2 semaines, on pourra parler de la Ignite et puis de la Suunto 5 plus en détail puisque je serai au bout des tests. Enfin, le test de la Ignite, il est terminé. Juste avant ce live, j'étais en train de relire encore certains passages qui sont encore tout frais, écrits de ce soir. Et puis demain, le test sera en ligne. Et puis là, je suis déjà en train de courir et de nager et de rouler avec la Suunto 5 cette fois pour finaliser le test qui est en cours depuis 3 semaines, un mois, pour finaliser, pour trouver encore vraiment des données à comparer intéressantes et puis publier ça dans le courant de la semaine prochaine si tout va bien, si j'ai le temps, notamment ce week-end, d'écrire tout ça. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces montres Garmin, hein, qui ont été testées sur le site entre le mois de juin et de juillet, enfin principalement le mois de juillet, hein, ce qui concerne la publication des tests, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez les mettre directement en commentaire de ce live vidéo sur Facebook et puis on va répondre à toutes ces questions ce soir. Donc je commence à jeter un œil sur les commentaires qui sont publiés sous cette vidéo. Bonsoir à tous, merci d'être présents encore pour ce live. Encore une précision. Par rapport à l'horaire, je les faisais vers 21h, 21h30. Celui-là est à 22h. Pour moi, c'est beaucoup plus relax de le faire à 22h. Je ne sais pas si cet horaire vous convient, bien, pas bien. N'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Mais voilà, moi, le temps que je rentre du travail, que je fasse ma séance d'entraînement que j'ai prévue aujourd'hui, en l'occurrence aujourd'hui, je suis allé faire des répétitions longues en course à pied, le temps que je rentre, que je me fasse à manger et que je prépare toute la technique qui est nécessaire pour la mise en place du live. Ça nécessite quand même quelques dizaines de minutes de préparation avant. Et bien voilà, à 22h, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire ça et de ne pas être dans le stress. Alors n'hésitez pas à me dire si c'est des horaires qui vous conviennent ou si vous préférez vraiment des horaires plus tôt ou même en toute fin d'après-midi, peut-être avant que j'aille faire mon entraînement, je ne sais pas. En tout cas, on est parti maintenant ce soir pour environ 30-40 minutes de live et puis pour parler de ces montres Garmin. Et puis évidemment, après, je prendrai en détail le flux de commentaires et puis vos questions pour essayer d'y répondre le plus précisément possible et puis prendre aussi vos avis, vos inputs pour améliorer, que ce soit les lives Facebook, que ce soit les podcasts, que ce soit le site internet, que ce soit les réseaux sociaux, enfin bref. Si vous avez des commentaires, des axes d'amélioration, des choses que vous aimez, que vous n'aimez pas, vous n'hésitez pas. Les lives, c'est le moment ou jamais de les faire partager. Donc, on parlait des montres
Garmin. Donc je ne peux pas vous les montrer maintenant parce qu'en fait elles sont déjà reparties chez Garmin. Vous le savez, hein, on va juste refaire le point là-dessus parce qu'on me pose quand même souvent la question. Donc Garmin met à ma disposition les montres que je teste et donc je les reçois normalement par la poste dans les semaines qui suivent normalement leur disponibilité, leur annonce, enfin ça dépend vraiment. Et puis là j'ai environ 4-6 semaines pour faire les tests complets de ces montres et puis je les retourne chez eux. Hein. Je n'ai pas une collection infinie de montres que je garde après les tests d'une part. Enfin, il y a plein de raisons pour ça. La première, c'est parce que ça me permet comme ça de ne pas être soudoyé ou de ne pas être acheté par les marques, c'est-à-dire qu'elles ne m'offrent rien. Elles mettent à ma disposition du matériel que je vais tester, que je vais éprouver et puis elles y trouvent un certain intérêt parce que ça leur fait un feedback et ça leur fait de la visibilité forcément aussi sur le net. Et puis moi j'y trouve un intérêt parce que ça alimente mon site web, etc. Mais voilà, à la fin, Garmin ne peut pas dire écoute, on te donne 15 montres par année, arrête de dire du mal de ce modèle-là ou de ce modèle-là. Donc voilà, pour des questions de neutralité et autres, je préfère toujours les renvoyer, même si les fabricants proposent parfois des offres soit de rachat, soit que je garde les montres. Alors, par exemple, le Wahoo Element Roam que j'ai reçu pour test et qui a été publié en juillet, je le renvoie que demain parce que j'ai profité de faire encore d'autres tests. Et puis, comme Wahoo m'a dit qu'il n'y avait pas de problème à le rendre plus tard, eh bien, j'ai profité de ce temps pour faire d'autres tests encore sur le Wahoo Kicker et puis sur les capteurs de puissance pour pouvoir encore vraiment affiner un petit peu ma connaissance de ce compteur et de la ligne de produits Wahoo. Donc voilà, ça me permet de faire ça et je l'ai gardé à peu près 2 mois et demi et puis je le renvoie maintenant, mais je le renvoie quand même. Donc les montres de Garmin, pour conclure, eh bien, sont reparties chez Garmin Suisse en fin de semaine passée. Donc voilà, la 945, les deux Forerunner 45 et la 245 Music sont repartis chez eux. Donc on va commencer peut-être par la Forerunner 45. On l'a vu dans le test, on en avait parlé lors du live précédent, mais c'est vraiment une montre d'entrée de gamme, donc à un prix relativement serré mais intéressant et qui offre beaucoup plus de fonctionnalités que n'offrait par exemple la Forerunner 35 qui était vraiment une montre de course à pied qui était vraiment destinée à la course à pied, qui avait aussi un profil de vélo, mais voilà, c'était un profil d'appoint. Et puis c'est tout, on l'a vu sur la Forerunner 45, on a des choses plus intéressantes qui sont arrivées, on a une ouverture plus grande sur les profils sportifs et ça déjà c'est relativement intéressant. On a le cardio optique Elevate 3 de dernière génération qui est dessus, par contre Garmin n'a pas intégré le capteur de SPO2, donc le capteur de saturation d'oxygène sur la Forerunner 45. Et puis on a le dernier chipset GPS de Sony qui est intégré dans cette montre, donc qui lui confère aussi une homogénéité par rapport au reste de la gamme. Et au niveau fonctionnel, le design de cette Forerunner 45, moi je le trouve assez sympa avec son cadran rond. Je le trouve plus sympa que le cadran carré et un petit peu brut de fonderie de la Forerunner 35 qui était à l'époque. Il y a un écran qui est couleur maintenant, il y a une ergonomie qui reprend vraiment le logiciel de toutes les autres Garmin, donc on retrouve vraiment cette ergonomie et ce made in Garmin, alors qu'avant on avait un logiciel dessus qui était un petit peu bâtard. Et puis surtout au niveau de l'analyse et des métriques qu'on va remonter dans Garmin Connect, on a vraiment un niveau fonctionnel qui est très élevé. Le seul truc que je regrette sur cette Forerunner 45, qui est une montre quand même aussi de course à pied d'entrée de gamme, c'est qu'il n'y ait pas moyen, ni par les solutions offertes par Garmin, ni par les solutions tierces du marché, d'avoir de la mesure de puissance sur cette montre. Voilà. Et puis tout le reste, les widgets qui sont fournis, les algorithmes qui sont intégrés pour les mesures physiologiques, et bien tout ça c'est clair que ça donne une dimension supérieure par rapport à cette Forerunner 35 qui était la génération précédente. On entre vraiment dans quelque chose qui est consistant chez Garmin avec cette gamme qui va de la Forerunner 45 à la Forerunner 245 jusqu'à la Forerunner 945 pour vraiment avoir un panel complet. Et puis à la 645 qui est un petit peu plus ancienne, qui était la première montre de Garmin à offrir de la musique, qui elle est un petit peu en retrait par rapport à la Forerunner 245 qui est pourtant plus bas dans la gamme. Là il y a un
un petit overlap probablement dans la gamme de Garmin. Vous trouvez le tableau comparatif sur ces différentes montres avec Forerunner 245, 645 et 45 qui sont comparés point par point pour voir un petit peu les différences. Donc voilà le tour d'horizon de cette Forerunner 45 qui est vraiment l'entrée de gamme mais qui a un prix ultra compétitif pour une montre GPS. Vraiment quelque chose de très intéressant. Ensuite, la Forerunner 245, on va aller crescendo dans la gamme, même si le test a été publié en dernier. Donc la Forerunner 245 est évidemment la variante musique. Donc dans le test, je reprends toutes les différences qu'il y a entre les deux variantes, la Forerunner 245 et la Forerunner 245 musique. Il y a évidemment la lecture de musique et la mémoire interne de la montre qui permet de stocker de la musique, mais il y a aussi la connectivité Wi-Fi qui est là sur le modèle musique et pas sur l'autre. Il y a des coloris qui sont différents, mais globalement au niveau fonctionnel, hormis la musique, on a quand même le même niveau. Et puis comme je le disais précédemment, par rapport à la 645 qui est sortie il y a une année, eh bien, on a un niveau fonctionnel qui est très proche. C'est-à-dire que Garmin a voulu faire quelques petites différenciations. Donc, il n'y a toujours pas d'altimètre barométrique dans cette série 200. Donc, la 245 n'a pas d'altimètre barométrique, ce qui est un petit peu dommage, mais en même temps qui, par rapport à cette position dans la gamme est compréhensible. Et puis, il y a l'absence de Garmin Pay. Alors ça, je ne le comprends pas. Pourquoi Garmin ne l'intègre pas alors que cette fonction, bon, déjà, elle fait sens sur toutes les montres qui peuvent le supporter, et puis aussi parce qu'elle rapporte de l'argent à Garmin. Il ne faut pas croire qu'ils font ça par gaieté de cœur. S'ils permettent de matérialiser votre carte de paiement dans leur montre, ça veut dire qu'à chaque transaction, ils vont prendre une petite commission. Alors, c'est infime probablement au niveau de chaque transaction, mais sur le volume global des transactions qu'ils espèrent réaliser sur l'année avec leur montre, probablement que ça fait un revenu qui est intéressant et puis qui est récurrent et pour lequel ils ont plus rien à faire, ça rentre automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi ils ne l'ont pas mis sur la Forerunner 245? Est-ce que c'est vraiment juste pour essayer d'avoir cette petite différence dans la gamme par rapport à la 645 et puis pouvoir le justifier? Ça m'étonnerait parce qu'au niveau de la génération, la 245, elle a quand même beaucoup de choses à faire valoir par rapport à cette 645. Il y a le nouveau chipset GPS, un Sony aussi qui équipe cette montre. Il y a un capteur de SPO2, il y a un capteur optique, même si on a vu que la précision n'était toujours pas forcément au rendez-vous. Il est coup-ci, coup-ça, mais voilà. Mais il y a une autonomie qui est plus grande, il y a un niveau fonctionnel qui est quasiment égal avec la Forerunner 645. C'est vrai que dans la gamme, elle se marche un peu dessus. Il y a vraiment l'altimètre barométrique qui pourrait faire la différence, mais je l'ai mis clairement dans le test de fond en comble qui a été publié sur le site. L'altimètre GPS avec correction topo ou pas de Garmin ensuite est finalement pas si mal. Et puis l'altimètre barométrique de la Forerunner 645 est clairement pas le meilleur de la gamme chez Garmin et en tout cas pas le meilleur sur les montres GPS qu'on connaît. Et donc du coup, est-ce que ça fait sens de choisir la 645 juste pour ça en perdant de l'autonomie et en perdant le capteur de SPO2, alors même si le capteur de SPO2 je ne l'utilise pas forcément tous les jours, eh bien, ça se discute et je pense que non. Je pense que la 245 est clairement un meilleur plan aujourd'hui que la 645. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi Garmin n'a pas intégré Garmin Pay par exemple dessus. Et puis l'absence d'altimètre barométrique empêche en quelque sorte l'utilisation du système de mesure de puissance en course à pied. On y revient par rapport à cette mesure de puissance en course à pied sur la 245. Pas d'altimètre baro, pas de mesure de la puissance via les solutions Garmin. Par contre, on peut évidemment coupler le capteur Stride par exemple ou un autre capteur du marché pour exploiter la distance, la puissance en course à pied. Et puis ça fait une montre de course à pied qui est extrêmement complète. Et encore peut-être un petit regret par rapport à cette 245, c'est quand on la compare aux autres montres de ce segment des concurrents, par exemple la Suunto 5 de Suunto et puis la Polar Vantage M pour ne citer que ces deux montres. Eh bien, Polar et Suunto ont bien compris que maintenant on ne fait plus de différence sur les gammes de montres par rapport au profil de triathlon ou non, mais qu'on fait ça par rapport aux spécifications matérielles de la montre ou éventuellement à des fonctionnalités logicielles plus avancées comme
par exemple Recovery Pro sur la Vantage V qui n'est pas sur la Vantage M, tandis que Garmin, eux, ils se bornent encore à limiter le nombre de profils sportifs sur ces montres d'entrée de gamme que peuvent être la 245 ou encore plus sur la 45. Et donc du coup, on ne retrouve pas de profil multisport et de triathlon et de natation en eau libre sur cette Forerunner 245. Un petit peu dommage parce que Garmin a la technologie, a le savoir, a le logiciel qu'ils peuvent implémenter très facilement dans cette montre, mais c'est juste pour des raisons marketing qu'on n'intègre pas ces profils. C'est dommage pour les triathlètes qui cherchent une montre dans cette gamme-là, mais ils iront ailleurs que chez Garmin parce que comme je l'ai dit, chez Suunto et chez Polar, on a bien compris qu'il y a des gens qui cherchent une montre de triathlon qui ne coûte pas 800, 1000, 1200 francs suisses ou euros. Donc voilà pour cette Forerunner 245. Il y a encore évidemment dessus de la musique, support de Spotify, c'est génial pour écouter ses playlists, c'est génial pour écouter le podcast de nakan.ch et puis support de Deezer également. On peut aussi charger sa musique manuellement dans Garmin Express, mais personnellement depuis que j'ai goûté au Connect IQ de Spotify, je n'ai plus jamais transféré un morceau manuellement sur mes montres Garmin et ça c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable si on aime courir en musique. Alors moi c'est clairement pas tout le temps, c'est même pas si souvent que ça, mais il y a un moment, j'ai toujours mon casque Aftershocks Trex qui est chargé et puis qui est à ma disposition pour aller courir. Et puis si un jour, par exemple, j'ai envie d'aller courir en musique, je prends ma Garmin et puis je vais écouter ma musique. J'ai même plus besoin d'emmener mon smartphone. Enfin voilà, c'est super pratique et je trouve ça intéressant même si je ne l'utilise pas tout le temps. Et puis voilà, pour la Forerunner 245, on a de la navigation mais sans support de carte, ce qui me permet de faire la transition vers la Forerunner 945 qui est donc la montre la plus haut de gamme chez Garmin dans la série Forerunner. Et donc là, c'est la montre de triathlon ultime qui reprend toutes les fonctionnalités qu'on a vues sur la Fenix 5 Plus, qui reprend le nouveau capteur Elevate qu'on a vu sur les Garmin Mark, donc avec le capteur de SPO2, et puis qui reprend les nouvelles mesures physiologiques de First Beat. Et donc voilà, on a la montre la plus complète du marché du triathlon qui est disponible aujourd'hui et qui est une montre qui a un profil intéressant parce qu'avec son capteur GPS de Sony, on a une autonomie qui devient intéressante. Chez Garmin, on était un petit peu à la traîne, même si on n'est toujours pas au niveau de la Suunto 9 ou de la Coros Vertix. On se rapproche quand même de données qui sont intéressantes sur ces nouvelles Garmin. Et puis, on a vraiment un écosystème en termes d'algorithmes et de mesures sur cette montre qui est complet. Pour les gens qui adorent accumuler énormément de données et qui les utilisent ou pas, mais qui adorent les avoir, eh c'est la montre qu'il faut avoir parce que c'est vraiment celle du marché qui va vous fournir le plus d'input par rapport à une activité sportive ou par rapport à une semaine d'activité sportive. Donc voilà pour cette montre. Maintenant, et je l'ai clairement dit en conclusion encore du test qui est sur nakan.ch, je la trouve excessivement chère pour une montre qui est en plastique par rapport au prix auquel est proposée une Fenix 5 Plus avec quand même une lunette en métal, avec quand même un verre en saphir, même si toutes les Fenix 5 Plus n'ont pas forcément le verre en saphir. Mais voilà, on a du Gorilla Glass qui reste quand même du plexi, même s'il est amélioré, et puis qui est traité pour avoir une meilleure lisibilité avec l'écran qui est dessous. Mais enfin bref, on a quand même une montre qui est entièrement en plastique et voilà, le logiciel et le développement et le R&D coûtent de l'argent. C'est sûr que la montre, elle ne peut pas être au même prix que la Forerunner 245, mais par contre, elle a un prix à mon avis qui par rapport au niveau conception matérielle est trop élevé. Voilà, concrètement, moi c'est son seul défaut en fait. Donc voilà pour ces tests qui ont été publiés récemment sur nakan.ch par rapport à ces montres Garmin. Et puis je le rappelle, je le répète encore une fois, demain en fin de journée, on retrouve le test de la Polar Ignite qui sera publié sur nakan.ch. Et puis, j'ai bon espoir dans le courant de la semaine prochaine de publier le test de la Suunto 5 qui est en test actuellement. Donc,
Voilà un petit peu pour les futurs tests et le programme de, publication tests et le programme de publication de Nakan.ch. Donc après avoir passé en revue un petit peu ces trois montres, je vais faire défiler un petit peu les questions et les commentaires que vous avez. Merci Lionel pour le compliment sur le vélo. Donc on a mon vélo de triathlon qui est effectivement là derrière. Alors, on a Jean-Charles qui demande quelle est la meilleure montre pour nage en eau libre. Alors aujourd'hui, on sait que Garmin a des problèmes récurrents, en tout cas sur les modèles 935, Fenix 5, Fenix 5 Plus et Forerunner 945. On constate des problèmes avec le profil de natation en eau libre, avec des mesures qui sont erronées, avec des traces GPS qui sont complètement à l'ouest. Donc, aujourd'hui, clairement, je ne recommande pas d'aller sur une Garmin pour avoir des données fiables en natation en eau libre. Je trouve que la Polar Vantage V, alors c'est peut-être un petit peu surprenant, mais en termes de GPS global en course à pied par exemple, voilà, elle a des performances qui sont moyennes, mais par contre en natation en eau libre, elle a des performances qui sont relativement bonnes. Et à chaque fois que j'ai comparé la Vantage V avec d'autres montres, je trouve que son tracé est quand même relativement clean et efficace en eau libre. Et puis les tests que j'ai pu faire récemment avec la Suunto 5 montrent que cette petite Suunto 5 qui est vraiment de l'entrée de gamme, elle remplace la Spartan Trainer Wrist HR dans la gamme de Suunto, donc c'est vraiment un peu l'entrée de gamme de la montre multisport chez Suunto. Eh bien, elle a fourni des données, d'ailleurs vous le trouvez sur la page Facebook de Nakan.ch, j'ai publié une trace de la Suunto 5. Eh bien, je trouve que c'est plutôt étonnant par rapport à l'évolution, par rapport à la Spartan Trainer qui elle avait des traces qui étaient vraiment catastrophiques en eau libre, même si elle avait le profil, elle avait des traces catastrophiques. Eh bien la Suunto 5 elle se débrouille très très bien dans ce domaine. Et puis les Coros fournissent des données qui sont intéressantes aussi en eau libre, que ce soit l'Apex ou la Vertix. Évitez la Coros Space en natation en eau libre parce que son profil et son chip GPS ne sont pas optimisés pour cette activité-là. Coros a ajouté ça sur la Apex et bien évidemment sur sa montre haut de gamme Vertix. Et elles aussi fournissent des données qui sont relativement intéressantes. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je mette à jour le test de la Vertix avec les comparatifs en eau libre. J'en ai effectué 3 ou 4 déjà depuis la publication du test de la Vertix, mais je n'ai pas encore mis à jour le test, donc ça va se faire aussi prochainement. Alors, le test de la Polar Ignite sera dans les bacs bientôt, oui, demain. Il est en relecture, il me manque, je crois, une photo et puis ce sera publié demain en fin de journée. Une montre très attendue est l'Apple Watch série 5 qui est prévue en septembre. Tu as des informations car à l'heure actuelle, l'Apple Watch est la montre avec le capteur cardio le plus précis. Ça, c'est vrai, hein, le capteur cardio de l'Apple Watch série 4 est de loin le meilleur que j'ai eu l'occasion de tester sur n'importe quelle montre, sur n'importe quelle marque de montre cardio GPS avec un capteur poignet. Donc en l'occurrence, le capteur de la série 4 de Apple, c'est non seulement un capteur optique, mais c'est aussi un capteur électrique. Il y a 2 petites électrodes sous le capteur qui permettent également la fonctionnalité ECG hein, qui a été validée chez Apple et donc qui est disponible sur les montres Apple. Peut-être pas encore dans tous les pays, mais en tout cas chez nous en Suisse, elle est disponible parce que je l'ai testé il y a quelques mois. Mais c'est effectivement le capteur le plus précis qui m'a été donné d'utiliser. D'ailleurs, vous l'avez en détail hein, dans le test de fond en comble de l'Apple Watch série 4. Par contre, le GPS était catastrophique sur cette montre. Donc non, on n'a aucune info hein, sur la future série 5. On en aura quand Apple dévoilera la montre. Peut-être qu'il y a quelques fuites et quelques rumeurs avant, mais enfin voilà, je ne suis pas vraiment hyper enclin à aller lire ce genre de trucs, ces rumeurs et ces machins avant que ça sorte parce qu'en général c'est des spéculations. Alors certaines sources sont meilleures que d'autres, mais enfin j'attends vraiment de voir le concret et puis d'avoir la montre chez moi pour pouvoir avoir un avis concret sur le truc. Donc voilà, j'attends d'avoir cette Apple Watch série 5. Donc Apple, je ne les contacte même pas pour avoir une montre en prêt en test. Donc chaque année, j'achète une Apple Watch série nouvelle génération. Et puis après, ça fait le bonheur des gens dans ma famille qui récupèrent les anciens modèles parce que là, quand j'aurai la 5, la 4 va partir.
chez quelqu'un. Et puis, je sais qu'elles seront continuellement utilisées. Donc, voilà, ça ne me dérange pas d'acheter une Apple Watch par année. Ce n'est pas une Garmin qui sort 8 montres par mois. Donc, ça va au niveau budget, c'est jouable. On a Elio, mon collègue, qui était avec moi au bureau cet après-midi, qui est en ligne et qui me fait coucou. Ensuite, on a Laurent. On parle de montres, mais au final, j'ai l'impression que ces montres, hormis leur capacité GPS ou autre, ne sont pas du tout fiables. Alors, moi, je dirais que oui et non. Elles donnent quand même des informations qui sont importantes. Enfin, si on sait les utiliser correctement. Typiquement, j'ai fait des exercices cet après-midi, en fin d'après-midi, quand je suis allé faire mon entraînement de course à pied, je devais faire 5 répétitions d'1,5 km. En l'occurrence, maintenant, je m'entraîne en course à pied sur les watts, donc j'utilisais mon capteur Stride qui me donne exactement les intensités, les zones, la durée dans laquelle je dois courir pour avoir un entraînement optimal. Donc, si je pars sans ma montre, je ne peux pas le faire de manière aussi bonne, cet entraînement, parce que je vais devoir y aller au feeling. Au feeling, je ne vais peut-être pas tout à fait dans les bonnes zones, je vais peut-être faire ma récupération trop fort, mes intensités pas assez. Ça me donne quand même des informations. Maintenant, c'est sûr que le cardio optique, et ça je le dis depuis le début, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé par le marché, par les utilisateurs des montres aux marques, parce que au bout d'un moment, il y a eu un ras-le-bol de devoir mettre la ceinture, probablement de l'inconfort par rapport à la ceinture. On en a parlé dans le podcast, on en a parlé dans d'autres lives, on en a parlé sur nakan.ch. Le capteur cardio-optique des montres est en général catastrophique. Ne le considérez que comme un outil qui vous donne des informations sur la fréquence cardiaque en continu dans la journée, parce que quand c'est inférieur à 100 pulsations minutes, là le capteur donne des informations qui sont quand même à peu près correctes. Par contre, si vous allez vous entraîner basé sur le cardio, utilisez un brassard cardio-optique. Ici, j'ai un Polar OH1+, donc qui émet maintenant en NAND+, et en Bluetooth. Et c'est vraiment un outil que j'utilise quasiment continuellement sur mes entraînements pour avoir une fréquence cardiaque plus précise et puis un confort qui est quand même meilleur que simplement la ceinture qui, c'est vrai, sur une sortie de 6 heures à vélo, eh bien, devient inconfortable, devient un petit peu oppressante si elle est trop serrée, elle va glisser si elle n'est pas assez serrée. Enfin bref, voilà, c'est pas confortable. Par contre, ça, je peux le porter pendant 6 heures, ça ne me pose aucun problème. Si au milieu de ma sortie, j'ai envie de le passer du bras gauche au bras droit, ça ne posera aucun problème non plus. Donc voilà, puis ça fournit des informations cardiaques qui ne sont peut-être pas aussi réactives et aussi précises que la ceinture, mais qui sont largement suffisantes pour être utilisées dans un entraînement de type endurance ou endurance plus. Après, si je fais vraiment des répétitions courtes sur piste, là la ceinture, ça reste le seul vrai outil utilisable pour ça. Le live à 22h, c'est tip top de David. Alors moi, ça me va bien si vous êtes plusieurs à penser que le live à 22h, c'est un bon horaire parce que comme je vous l'ai dit, moi ça m'arrange beaucoup plus. Ça me permet de vraiment être moins stress après mon entraînement et après ma journée pour préparer le live. Christophe, même si ton test de la Suunto 5 n'est pas encore publié, arrives-tu à la même conclusion que DC Rainmaker, à savoir S5 meilleur que Polar Vantage M et Garmin 245? Alors, Vantage M, Suunto 5, très proche. Je pense que le niveau fonctionnel est vraiment très proche. C'est deux marques qui ont à peu près la même philosophie, c'est-à-dire on focus sur l'aspect sport, on focus sur les données qui sont essentielles pour accomplir son entraînement de sport. On ne met pas de musique, on ne met pas de carto, on ne met pas de fonctionnalités autres, mais par contre on se concentre sur l'essentiel. Au niveau de la précision, donc on rappellera que les deux montres, Vantage M et Suunto 5 ont le même chip GPS. La précision GPS est probablement un peu meilleure sur la Suunto. Suunto a aussi plus d'expérience puisqu'ils ont travaillé sur la Suunto 9. Ils ont pu développer déjà des correctifs avec Sony là-dessus. Et puis, ils avaient une petite longueur d'avance sur Polar pour le développement de ce chip. Mais l'avantage GPS est quand même à la Suunto 5. Par contre, au niveau de la plateforme d'analyse, et ça c'est important, la Suunto 5 maintenant n'utilise plus MovesCount. Et on sait que chez Suunto, il y a l'abandon de MovesCount qui pour moi était une très bonne plateforme, était quelque chose de largement utilisable pour l'analyse sportive. J'ai vraiment du mal à me faire à la Suunto App. J'ai vraiment du mal à utiliser Sports Tracker en ligne plutôt que MovesCount. Et la Suunto 5, on force l'utilisation de cette nouvelle app et de Sports Tracker puisque plus de MovesCount. Donc,
c'est cet aspect-là qui me ferait dire attention avec la Suunto 5, et d'ailleurs ça sera clairement dans le test, parce que cette plateforme, elle n'est pas encore en équivalence fonctionnelle avec MovesCount. On ne fait pas encore tout ce qu'on faisait avant, et puis on a perdu quand même quelques petits trucs, alors que Polar est arrivé à un niveau de maturité très important avec Flow, et je trouve Flow vraiment très facile et très agréable à utiliser, plus que Garmin Connect qui est un peu fouillis et dans lequel on ne sait jamais vraiment où trouver l'information. Il est plus simple, il y a peut-être moins de choses que dans Garmin Connect, mais c'est quand même plus concis, et puis les données essentielles que je veux de mon entraînement, elles sont là et faciles à obtenir. Et puis, voilà, Sports Tracker, ça se veut un petit peu le futur flow de Suunto, mais tout n'est pas encore là. Et ça, attention. Donc voilà, au niveau pure montre, ok, elle est probablement meilleure que la Vantage M. Par contre, dans l'environnement complet logiciel, l'environnement d'analyse cloud qui fait partie intégrante de l'utilisation de sa montre, on en parlait dans le podcast avec Hermano, eh bien voilà, c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention, et pour moi, ce n'est pas équivalent encore. Et puis, par rapport à la 245, ça dépend ce qu'on cherche, mais la 245 est quand même autrement plus complète sur les parties course à pied et les profils sportifs génériques, mais hors multisport, hein, parce qu'on n'a pas de triathlon dans la 245, lecture de musique, navigation, et puis voilà, une connectivité plus grande sur la Forerunner 245. Dès qu'on vient au multisport, natation en eau libre, là c'est la Suunto 5 qui prend la main. Donc voilà, c'est toujours très délicat de dire celle-là est meilleure que l'autre, parce qu'il y a des plus, des moins, mais je pense que la Suunto 5 a une carte à jouer sur le marché. Son point faible, c'est l'app Suunto et Sports Tracker. Julien demande: as-tu plus d'infos concernant le remplacement de la plateforme MovesCount, car je trouve que Suunto App n'est pas assez complet. Donc on vient d'en parler. À la fin de l'année 2019, théoriquement, Suunto tire la prise de MovesCount. Les nouvelles montres qui sortent ne sont plus compatibles qu'avec l'environnement Suunto App. Et puis ben voilà, je vais pas répéter le fait que j'aime pas trop encore cette plateforme, parce que pour moi elle n'est pas assez complète. Donc voilà. Ce n'est pas exclu que Suunto, sous la pression de ses utilisateurs, comme Polar l'a fait pour Polar Personal Trainer, prolonge l'ouverture de MovesCount au-delà de la fin de l'année. Mais pour l'instant, il n'y a pas de communication en ce sens de la part de Suunto. Donc théoriquement, en décembre ou au pire en janvier 2020, c'est fini pour MovesCount. Salut Nakan, tu as eu l'occasion d'échanger avec Garmin sur leurs soucis matériels en comparaison de leur qualité logicielle. C'est un choix de leur part. Oui, alors en fait, ils font une montre de triathlon qui est légère, qui est compacte, qui est fine, et du coup, voilà, c'est le choix de design par rapport à la 945 dont je parlais tout à l'heure, tout du plastique. Moi, ça ne me dérange absolument pas d'avoir une montre comme ça. Un triathlète va vouloir avoir une montre qui est plus légère probablement qu'une montre comme la Fenix 5 X Plus, qui est énorme et qui a une grosse lunette en métal, et puis qui va être lourde au poignet, qui quand on est sur un vélo avec un peu de bosse sur la route, ça va taper, ça va presque faire mal. Donc voilà, je comprends le fait. Maintenant, qu'on vende une montre en plastique aussi chère, pour moi, ça me pose quand même un petit problème, sachant qu'à des prix équivalents, chez Coros ou chez Polar par exemple, on va mettre complètement de côté la conception logicielle des montres. On prend juste la conception matérielle de la Coros Vertix ou de la Vantage V Titane. Eh ben, on a un boîtier en titane. On a du matériel qui est plus noble au niveau de la conception de l'écran, en tout cas pour la Vertix. Ce n'est pas le cas pour la Vantage, parce que la Vantage, ça reste du Gorilla Glass, la même chose que sur la 945. Mais voilà, on a un boîtier qui est en titane, et puis on a une finition qui est quand même meilleure qu'un boîtier simplement en plastoc. Donc pour moi, c'est surtout ça. Je n'ai pas vraiment échangé avec eux par rapport à ce point particulier. Je leur ai juste dit que je trouvais le placement de prix trop élevé par rapport au hardware de la montre. En fait, voilà. Je n'ai pas été dans le détail de dire il faudrait un boîtier en titane parce que, etc. En parlant de ceinture cardio, tu l'utilises encore ou ne fais plus qu'avec ta montre? Question de Helio. Non, j'utilise encore, comme je disais avant, sur les fractionnés très courts sur piste, j'utilise encore la ceinture. Et puis sur des entraînements au seuil ou des entraînements un peu plus longs ou à vélo, par exemple, j'utilise le brassard cardio qui offre une
une qualité de lecture et une précision qui est plus grande que le cardio des montres, clairement plus grande, et puis un confort plus grand que la ceinture, donc il y a un bon compromis entre les deux, quand on n'a pas besoin d'une précision absolue à 100%, mais quand même d'une information fiable sur une sortie longue ou sur un bloc de 5 minutes par exemple, ben le brassard fait très bien l'affaire. Quand je fais des répétitions de 100 mètres, 200 mètres ou des 30-30 à haute intensité, alors là c'est la ceinture ou rien, quoi. Kevin, à quand une montre Garmin avec calcul de puissance intégré sans capteur annexe? Ça risque d'arriver bientôt. La mesure de puissance est quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus au cours des années à venir. Donc on peut imaginer que Garmin travaille à des solutions qui sont plus abouties que simplement la mesure avec leur ceinture HRM ou avec le Running Dynamics Pod. Évidemment, je pense que dans les R&D de Garmin, il y a quelque chose. Est-ce qu'on le verra dans la Fenix 6? Ça risque d'être un petit peu tôt. Par contre, oui, à l'avenir, ça risque bien d'arriver. Maintenant, je pense qu'on n'égalera jamais la précision d'une mesure complète dans la montre, comme par exemple on le trouve déjà dans la Polar Vantage V. On n'égalera jamais cette précision par rapport à un capteur qui est sur la chaussure, sur l'élément lui-même où il faut mesurer la puissance, parce que la mesure de puissance en course à pied, c'est quoi? C'est l'énergie qui est transmise par le pied sur le sol pour propulser le corps, alors en avant notamment, enfin voilà, dans toutes les directions, parce que quand on pousse sur le sol, on va aller vers le haut, vers l'avant, un peu latéralement, et puis on va avoir encore des mouvements vraiment dans les 3 dimensions, mais c'est vraiment de mesurer ça. Et puis l'élément fondamental et l'élément essentiel de ça, c'est quand le pied va appliquer de la force sur le sol. Plus on est près du pied, plus on mesure efficacement cette puissance. Donc évidemment que le capteur Stride qui est sur la chaussure aura toujours une précision et une longueur d'avance sur une mesure qui est effectuée dans la montre. Et puis moi je me réjouis vraiment de recevoir mon capteur Stride nouvelle génération avec mesure en plus du vent en direct, c'est-à-dire que Garmin avait une solution un peu bricolée dans le sens où on pouvait activer la détection du vent, mais elle se basait sur les stations météo qui étaient situées ici ou là pour mesurer la force du vent et puis extrapoler ces données par rapport à sa course. C'est-à-dire que si je cours en forêt protégée du vent mais qu'à l'extérieur en plaine il y a 60 km/h de vent, ben Garmin va considérer que j'ai couru avec 60 km/h de vent de face, ce qui est complètement ridicule, et donc du coup ma puissance sera complètement explosée. Voilà, là, avec le nouveau Stride, on aura vraiment une mesure qui sera effectuée en direct dans le capteur pour le vent que je suis en train de manger en face, ou alors justement la résistance du vent que j'ai en moins parce qu'il est dans mon dos. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui arrive dans le nouveau capteur Stride. Le mien devrait arriver très très prochainement et je me réjouis de tester ça. Et ça, ce sera toujours en avance, à mon avis, par rapport aux mesures qu'on pourra effectuer, aux meilleures mesures qu'on pourra effectuer directement dans la montre, parce que toutes ces mesures-là, elles ne sont pas possibles. Avec la montre, par exemple, la Polar Vantage V ne peut pas mesurer l'oscillation verticale. C'est-à-dire le déplacement vertical de mon corps à chaque pas. Et ça, c'est très important en matière de mesure de puissance, parce que la force que j'applique sur le sol va me permettre d'avancer, mais elle va aussi me faire m'élever. Si j'ai trop de ratio vertical par rapport à l'avancement, ben, c'est que je ne cours pas de manière efficace. Et d'avoir cette information, c'est utile. Et si j'utilise que la montre, eh bien, je ne l'aurai pas. Donc voilà pour la réponse à Kevin. On a Pierre qui demande des informations sur la remplaçante des Fenix 5. Comment sont-elles positionnées par rapport à la 945? Pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose par rapport à la Fenix 6 parce que je ne sais pas grand-chose par rapport à la Fenix 6. J'ai quelques suppositions. Alors il y a des choses qu'on sait évidemment, c'est que le chipset sera un chipset Sony, donc l'autonomie sera meilleure, qu'on aura un capteur cardio qui sera probablement la génération 3 des Elevate, parce que je ne vois pas Garmin sortir une génération 4 aussi tôt, alors que la génération 3 a été lancée que cette année 2019 sur les Garmin Mark. Donc un capteur de SPO2 très certainement. Maintenant, la question c'est de savoir combien il y a de déclinaisons de ces montres. Jusqu'à maintenant, Garmin en a fait 3. Pour moi, la Fenix 5 X plus ou la Fenix 6X fait plus vraiment de sens si on garde les différenciateurs actuels. C'est-à-dire que vu que toutes les montres auront un capteur SPO2, pourquoi en faire une version différente, la X, si toutes ont la cartographie, si toutes ont ci ou ça, uniquement pour le format plus grand et pour l'autonomie plus grande.
je ne suis pas sûr que ce soit un argument suffisant pour réussir à justifier 200 € de plus sur ce type de montre. Donc, est-ce que la X existera toujours? Est-ce qu'il y aura des versions, maintenant on parle de version Pro, de version X ou Y, de version sans capteur cardio, de version Light, enfin voilà, est-ce que Garmin va proposer 12 variantes différentes de la Fenix 6? Je suis dans l'excès avec 12, mais est-ce qu'il y en aura par exemple 6? Est-ce qu'il y aura la Fenix 6, la Fenix 6S et la Fenix 6X, et puis toutes ces variantes en version Pro, peut-être avec du titane, peut-être avec quelques fonctions logicielles en plus, peut-être avec une meilleure autonomie, je ne sais quoi. C'est tout à fait possible. On sait que chaque génération de Garmin Fenix se vend un peu mieux que la précédente, et on sait que c'est maintenant devenu le principal fournisseur de revenus pour Garmin, toutes divisions confondues, ces montres Fenix, et que la division outdoor explose juste parce que cette montre est segmentée dans la partie outdoor. Donc, on peut imaginer plein de choses par rapport à ça. Maintenant, leur date de sortie, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si ça sortirait avant CES 2020. Moi, je pense que oui, pour plusieurs raisons. Parce que ça fait plus d'une année maintenant que la Fenix 5 Plus a été annoncée et qu'elle est sortie. On se rappelle que c'est au début de l'été 2018. Donc, en général, une sortie par année, ça décalerait le tout de 6 mois. Donc, à mon avis, elle sera annoncée avant. L'autre raison, c'est parce qu'il est toujours plus avantageux pour une marque de sortir un nouveau modèle avant les fêtes de fin d'année, parce que on sait très bien que ça va booster les ventes pour avoir les petits paquets sous le sapin. Et puis le CES en lui-même n'est plus un endroit idéal pour faire des grosses annonces pour des marques comme Garmin, parce que Garmin préfère créer son propre event, préfère générer sa propre communication à un autre moment, plutôt que de noyer la sortie de la Fenix 6 avec toutes les annonces de tout le CES, que ce soit dans le monde de la technologie, du sport, enfin bref, il y a tout qui sort en même temps sur le CES. Donc en général, les marques préfèrent de plus en plus faire leurs annonces avant, ou carrément à un autre moment de l'année pour ne pas être en télescopage de dates et de concurrence avec toutes les autres annonces qui sont faites au même moment. Donc voilà pour la Fenix 6. L'annonce, pour moi le plus probable, c'est que Garmin fasse un event dédié, ou alors profite peut-être de ISPO mi-septembre à Berlin pour sortir la Fenix 6, mais ça encore, il y a quand même relativement peu de chance, parce que là-bas, Garmin annonce en général des générations de bracelets connectés. C'est là que sortent normalement les VivoFit, les VivoSmart. Et puis en général, il y a une Vivo Active. Donc là, on attend la Vivo Active 4 qui devrait sortir à peu près à ce moment-là. Donc encore une fois, ce n'est pas le bon moment. Eurobike, ce n'est clairement pas le lieu sur lequel va sortir une Fenix 6. Ce sera plutôt des accessoires de vélo. Donc des nouveaux compteurs, on peut éventuellement penser qu'il n'y en aura pas, parce que les Edge 530, 830 sont déjà annoncés. Mais par contre, pourquoi pas un accessoire, enfin une mise à jour du Varia Vision ou ce genre de choses. Je ne pense pas que Garmin va sortir une mise à jour des Vector déjà cette année. Donc Eurobike probablement calme, j'y serai pas forcément cette année. ISPO probablement du VivoFit, du VivoSmart, peut-être de la Vivo Active 4, mais pas de Fenix 6. Donc à mon avis, un event de Garmin à venir dans le courant du mois d'août ou du mois de septembre pour annoncer cette Fenix 6 est quelque chose de très très probable. As-tu reçu pour test le nouveau Stride? Alors en fait, je ne le recevrai pas pour test, puisque j'ai commandé mon propre exemplaire, vu que je m'entraîne énormément grâce au Stride. En fait, il fait partie de toutes mes sorties de course à pied. D'avoir cette information avec le vent, ça m'intéresse particulièrement. Alors bien évidemment pour publier le test sur nakan.ch, mais aussi pour mon utilisation personnelle. Donc c'est mon propre exemplaire qui va arriver. Donc voilà. Il arrive dans le premier batch de chez Stride grand public. Mais par contre, il n'est pas encore parti des États-Unis. Elio qui demande encore, toi qui es grand consommateur de montres, est-ce qu'avec le temps la batterie tient toujours? Alors les batteries, il n'y a pas de miracle, c'est des batteries lithium-ion qui supportent un nombre de cycles de charge et décharge définis, qui
sont pas immortelles. L'utilisation de montre la plus longue que j'ai faite, c'est la Polar V800 que j'ai utilisée pendant 2 ans et demi. On notait clairement une baisse de l'autonomie après un certain nombre de cycles de charge et décharge. La recommandation que je peux faire par rapport aux batteries lithium-ion, c'est traitez-les correctement, ne les laissez pas dans les voitures surchauffées au soleil en été et complètement gelées l'hiver. Les batteries n'aiment pas les températures extrêmes, ni trop chaud ni trop froid. Rechargez votre montre le plus souvent possible. On entend souvent le contraire, mais les batteries lithium-ion n'ont pas d'effet mémoire, donc vous pouvez les recharger tout le temps. Vous faites une sortie, vous venez, vous la rechargez. N'attendez pas qu'elle soit à 10% ou moins pour la recharger. C'est pas grave si ça arrive de temps en temps parce que ça permet de faire un cycle complet de charge et décharge. C'est pas forcément inutile, mais évitez de le faire systématiquement parce que ça va ruiner et oxyder la batterie. Et puis forcément après 3-4 ans, l'autonomie baisse, on le constate. Ça ne rend pas la montre inutilisable, mais si on avait 12 heures d'autonomie GPS sur une montre, eh bien on n'en aura plus que 10. Et voilà, il faut le prendre en compte. Et si on a besoin d'une plus grande autonomie, on doit changer la batterie, ce qui n'est vraiment pas souvent possible, ou alors changer de montre. As-tu des idées sur les prochaines grosses améliorations du firmware de la Suunto 5? Non, le dernier, il apporte Galileo et d'autres améliorations au niveau du chipset GPS entre autres. J'ai pas vraiment de timeline, j'ai très peu de contacts chez Suunto, donc je n'ai vraiment pas d'insight. Là, je peux pas vous donner, même si je voulais, je pourrais pas vous donner de choses particulières intéressantes, croustillantes chez Suunto. J'ai très peu d'input, donc non, j'ai aucune idée de ce qui va arriver. Pas de nouvelles sur la fonction entraînement fractionné de Suunto, complètement en retrait par rapport à la concurrence alors qu'ils avaient une belle base avec les Ambit. Ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est en friche depuis l'arrêt des séries Ambit chez Suunto. Et non, j'ai pas de nouvelles, encore une fois, chez Suunto, j'ai vraiment pas d'insight. Les Finlandais ne sont pas des grands communicateurs. Déjà chez Polar, il faut vraiment insister pour avoir des infos. Alors des fois, j'arrive à gratter 2-3 trucs, j'arrive à avoir quelques détails. Il faut vraiment les travailler au corps, mais c'est possible. Mais par contre, alors chez Suunto, impossible. Donc non, j'ai vraiment aucune idée. Comme on le disait, un Sports Tracker qui remplace MovesCount, MovesCount qui ferme à la fin de l'année 2019, qui est encore moins complet à ce niveau-là que MovesCount au niveau de la planification d'entraînement par rapport à toutes ces choses. C'est des détails, mais on en parlait au milieu de ce live, qui peuvent plaider pour aller chercher une Vantage M à la place de la Suunto 5. Si on fait beaucoup de fractionnés et qu'on aime bien avoir sa montre qui dit attention dans 5 secondes, départ pour 200 mètres à fond, puis après 2 minutes de récup, etc. Des entraînements un peu plus complexes que ceux qu'on peut faire vraiment de base sur la montre Suunto, eh bien, on ne choisira pas forcément une Suunto justement parce que ce n'est pas possible de le faire. Donc c'est un des arguments peut-être en faveur de la Vantage M par exemple ou de la Forerunner 245. Polar aurait-il laissé tomber les compteurs vélo? J'espère pas. Je pense que Polar travaille sur un compteur vélo de nouvelle génération. C'est un marché qu'ils n'ont pas intérêt à lâcher. Maintenant, ils ont consolidé leur logiciel qui était initialement sur la Vantage. On l'a vu maintenant sur la Polar Ignite. Je rappelle que demain, en fin d'après-midi, vous trouvez le test complet de fond en comble de la Ignite sur nakan.ch. Donc, ils ont un logiciel qui est performant, qui est actuel et qui vont pouvoir décliner très probablement dans un compteur cycliste aussi prochainement. J'espère que ça arrive bientôt et puis que voilà, on ait des nouvelles croustillantes de chez Polar aussi pour les compteurs cyclistes. Donc voilà un petit peu pour ce tour de l'actualité et puis pour ce live. Demain, le test de la Polar Ignite. Début de semaine prochaine, on aura un article sur l'ergonomie des montres et puis ce que je vois un petit peu dans le futur. C'est vrai que je fais une anecdote dans cet article en disant que depuis 2001 est la première Forerunner 205 avec GPS. C'était une de ces grosses montres de Garmin. Et bien, l'ergonomie a très peu changé sur les montres. C'est-à-dire qu'on a des boutons, on a eu un peu d'écran tactile mais qui se sont révélés plutôt catastrophiques
puis pas tellement utile, en tout cas dans le monde sportif. Donc quels sont les nouveaux axes d'évolution de ces ergonomies? Donc on aura un petit article là-dessus qui sera publié lundi. Et puis dans le courant de la semaine prochaine, eh bien, je vais vraiment essayer de finaliser le test de la Suunto 5. Il y a une grande partie du test qui a été fait. Il me manque encore quelques acquisitions de données avec une deuxième sortie natation en eau libre, parce qu'une seule ça ne me suffit pas pour vraiment me faire une idée sur le fonctionnement de la montre. Et puis continuer à essayer de faire des entraînements fractionnés en course à pied pour avoir vraiment des données intéressantes à comparer. C'est vrai que je fais peu de fractionnés très très forts en course à pied ces temps, donc j'ai peu de comparatifs avec des montées de fréquence cardiaque violentes. Aujourd'hui, j'en aurai un qui sera intéressant, mais voilà, plus j'ai de comparatifs intéressants, plus les comparatifs sont complets sur le test, donc forcément, voilà, plus j'en ai, mieux c'est. Et donc ça sera publié aussi dans le courant de la semaine prochaine, si tout va bien, si ce week-end, j'arrive à y consacrer encore 2-3 heures, et puis probablement lundi soir encore 1 heure, 1 heure et demie, et puis le test devrait être sous presse, et voilà. L'avenir ensuite, c'est un test alors ça, ce sera un petit peu plus léger, mais c'est des tests aussi qui intéressent beaucoup de gens. C'est le test du bracelet connecté Mi Band 4 de Xiaomi, et puis ensuite il y aura un développement sur quelques fonctions qui sont arrivées récemment. Il y aura Garmin Coach, et puis probablement les nouvelles fonctionnalités de respiration de la Polar Ignite qui vont être testées un petit peu plus spécifiquement dans des articles à venir. Donc voilà un petit peu pour la musique d'avenir. Il y aura probablement aussi plein de trucs nouveaux qui vont être annoncés, comme je le disais, à Eurobike, à ISPO, et puis par Garmin si cette Fenix 6 est annoncée dans les mois à venir, voire semaines à venir, ce que j'imagine possible. Et bien voilà, ça ce sera aussi de l'actualité sur nakan.ch. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Vous le retrouvez en rediffusion entre guillemets sur la chaîne YouTube très prochainement. Et puis une semaine sur deux, c'est un live. Donc normalement dans 2 semaines, on se retrouve 22 h si l'horaire vous convient bien. Et puis une semaine sur deux, c'est un podcast. Donc la semaine prochaine, il y a un podcast avec mon compère Hermano. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et puis pourquoi pas rattraper les épisodes que vous auriez manqués pendant vos vacances lors de vos séances de course à pied. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live encore une fois. Et puis entraînez-vous bien et rendez-vous dans 2 semaines.